Bienvenue sur notre canal YouTube pour une nouvelle émission où vous connaissez le principe, nous faisons le lien entre l'actualité et l'histoire de la course automobile, mais aussi nous parlons d'autres championnats que la Formule 1, nous parlons aujourd'hui de l'IndyCar qui est un très beau championnat, très disputé, et c'est un championnat qui reprend du poil de la bête, Pierre. Hein? Absolument, mais bon, c'est aussi, historiquement, l'IndyCar, c'est presque antérieur à la F1, hein, puisque avant la Première Guerre mondiale, on courait à Indianapolis. Et les meilleurs pilotes européens, d'ailleurs, traversaient l'Atlantique, déjà. Donc on a déjà parlé de ça, hein, de ces mouvements de balancier entre les deux côtés de l'Atlantique. Alors actuellement, c'est vrai que la F1 est au sommet et que la F1 aux États-Unis a tellement gagné de parts de marché avec Liberty Media et avec ces nouveaux grands prix, hein, Miami, Las Vegas, etc., que l'IndyCar a un petit peu souffert de ça. Mais l'IndyCar en sort, et ça en sort plutôt bien, sous l'impulsion aussi de Roger Penske, hein, qui a repris le business. Et effectivement, il y a un plateau qui est équilibré, il y a un nivellement par le haut sur le plan qualitatif, hein, il y a des très bons teams, très professionnels. Les pilotes, alors c'est toujours l'éternel débat, hein, entre la F1 et IndyCar, le niveau est sans doute pas le même, mais on n'a pas vraiment de point de comparaison, récent en tout cas. On va la voir avec Colton Herta bientôt, hein, puisqu'il tente sa chance en Europe. Et malheureusement, par exemple, Alex Palou, qui domine la scène américaine depuis 4 ou 5 ans, n'a pas eu vraiment sa chance en F1, même s'il a un peu scié la branche sur laquelle il était assis en intentant un procès à McLaren. Mais voilà, ce championnat mérite qu'on s'y attarde parce qu'il est différent de la F1. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un championnat monotype parce qu'il n'y a pas la même variété, diversité de châssis qu'en F1, mais il y a des écuries quand même très différentes les unes des autres et qui ont des approches spécifiques et ça nous donne des courses ultra disputées. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Formule 1, maintenant, on va vers le tout technologique et certains s'en irritent. Hein. Ils disent que c'est un championnat d'ingénieurs, effectivement, remote control, les pilotes... Mario Kart. Mario Kart parle de Mario Kart et sont fort irrités de la direction prise par la F1. En IndyCar, c'est juste le contraire. Hein. On simplifie tout. Tout le monde a le même châssis Dallara. Il y a 2 motoristes, Chevrolet et Honda, qui ont d'ailleurs signé jusqu'en 2028. Donc, qui ont prolongé. Oui. On peut être tranquille là-dessus, mais ils se tiennent. Hein, donc, au niveau performance, il n'y a pas de problème. Tout est beaucoup plus simplifié. Et le public s'y retrouve parce que c'est le pilote qui peut s'exprimer. Je le rappelle, sur 3 sortes de circuits différents. Oui. Des ovales, des circuits en ville et des circuits routiers, ce qui montre quand même que ces pilotes doivent être versatiles, doivent être talentueux, ils le sont. C'est ce qui fait le charme de l'IndyCar, c'est cette variété de circuits. Et puis le débat de dire, voilà, le niveau de pilotage est moins haut qu'en Formule 1, bon, ça se discute parce que ce que tu viens de dire est tout à fait correct. Alex Palou aurait mérité sa chance en F1, on aurait bien voulu savoir ce qu'il vaut réellement en F1, mais quand on a vu un garçon comme Romain Grosjean passer de la Formule 1 à l'IndyCar, Grosjean, on ne peut pas nier sa pointe de vitesse, c'est un garçon très rapide, et ben en 3 saisons et demie, il ne s'est pas imposé, il n'a pas gagné une seule course. Non, mais il a été d'emblée compétitif. Il a été compétitif, mais bon... Après, il fait du Grosjean, donc ça... Voilà, mais on penserait qu'un pilote de Formule 1 de pointe casserait la baraque. Eh bien, ce n'est pas le cas systématiquement. C'est vrai. Et si Mick Schumacher gagnait en IndyCar tout de suite, comme Kimi Antonelli en F1, alors là, on pourrait revoir notre jugement. Mais le pauvre Mick Schumacher, il apprend quand même la F1 par la face nord. Hein. Il a un peu de mal en ce début de saison, mais c'est quand même sympa de le voir tenter sa chance dans cette discipline et sur ce continent, parce que voilà, il avait été éjecté de la F1 un peu vite et qu'il avait encore faim de courir en monoplace au plus haut niveau. Oui, et donc ce championnat est intéressant pour nous et pour les spectateurs. Maintenant, il y a un renouveau. Effectivement, les teams sont de plus en plus professionnels. On a effectivement Penske, on a Andretti, on a Meyershank, on a... Non, puis il y a des alliances en réalité. Il y a des alliances, etc. Entre les top teams. Les top teams, c'est Penske, Ganassi, McLaren. Andretti, maintenant McLaren. Et ils s'allient, ou ils participent
au développement d'autres équipes. On ne peut pas parler d'équipe B, mais enfin, il y a un peu de ça, en plaçant des pilotes, en échangeant des ingénieurs, en facilitant l'accès aux simulateurs. Donc c'est vrai entre Penske et le team Foyt, qui a notamment permis la promotion de David Malukas, un des jeunes qui monte, qui est passé d'un team à l'autre, enfin, vers le top team. C'est le cas entre Ganassi et Meyershank Racing, et aussi entre Dale Coyne et Andretti, ce qui a permis notamment la présence de Dennis Hauger, le jeune Norvégien, rookie, et qui est amené sans doute à être promu chez Andretti dans un futur proche. Oui, à ce propos, ce que je trouve aussi très sympathique dans la course nord-américaine, dans l'IndyCar, c'est que on a l'Indy Next, qui est comme la Formule 2, qui est la formule de promotion, et très souvent, à 99% des fois, c'est que le vainqueur et le deuxième du championnat est promu en IndyCar, à sa chance, a une chance de montrer ses qualités, ce qui n'est pas toujours le cas entre la Formule 2 et la Formule 1, où souvent, on l'a vu avec Fred Vesti et Théo Pourchaire et Felipe Drugovich, pour des exemples récents, des garçons qui méritent leur place en Formule 1, qui ont prouvé qu'ils savaient gagner en Formule 2, n'ont pas leur chance en F1. Par contre, en Amérique, on voit cette année Dennis Hauger émerger et tout de suite très très bien marcher. On l'a vu à St. Pete, troisième sur la grille. Donc, on a la chance de voir des jeunes en devenir, on leur donne cette chance et les meilleurs éclore. Il faut savoir qu'en IndyCar, il y a une prime au vainqueur du championnat Indy Next, $1 million, à condition de monter en IndyCar. Donc ça participe déjà au budget de la saison suivante, et c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, le champion Indy Next se retrouve à temps plein en IndyCar l'année d'après. Bon, une chose, il faut vraiment s'en rendre compte dans ce championnat, c'est que, dans le fond, beaucoup tournent autour des 500 miles d'Indianapolis. Les 500 miles d'Indianapolis, c'est le highlight de la saison. Il y a le mois de mai, évidemment, avec le Indy Grand Prix qui se passe dans le infield d'Indianapolis. Puis il y a les qualifications. Et enfin, le Indy 500. Et celui qui gagne les 500 miles d'Indianapolis, sa saison est faite, sa carrière est faite. C'est vraiment le fleuron. Évidemment, il y a de très belles épreuves comme Long Beach, Laguna Seca, etc., comme Arlington qui est revenu maintenant au calendrier. Mais celui qui arrive à s'imposer aux 500 miles d'Indianapolis, lui, c'est mission accomplie. Et Alex Palou, dont on a parlé tout à l'heure, a réussi finalement à s'imposer en 2025. Alors c'est vrai que Indianapolis, c'est le mois de mai, c'est une tradition évidemment qui remonte à la nuit des temps, hein, que je le disais, plus ancien que la F1, puisque la première édition des 500 miles d'Indianapolis est en 1911, excusez du peu, mais l'IndyCar a aussi connu son âge d'or à une époque où la F1 n'était pas aussi internationale, ou en tout cas certainement pas sur le marché américain. Et on se souvient des années du championnat kart, qu'on appelait le kart, le Championship Auto Racing Teams, dans les années 90 essentiellement, 80-90, et où on avait une variété de constructeurs aussi, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une formule monotype quasiment, et à l'époque on avait des châssis, certes les constructeurs anglais de voitures de course, aujourd'hui c'est Dallara qui a le monopole, à l'époque on a eu March, on a eu Reinhardt, Lola, et puis les Américains, Penske, Swift. On a même eu une tentative avec Ligier, qui n'a pas duré longtemps, mais enfin, Williams aussi, donc des teams de F1 ou des constructeurs de F1 qui essayaient de se diversifier aux États-Unis. Et cette époque du championnat kart, c'est vraiment l'âge d'or, parce qu'il y a eu toute une génération de pilotes aussi qui a porté ce championnat. Et à l'époque, on peut dire que entre la F1 et IndyCar, il y avait photo. Oui. La preuve par Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell, Mario Andretti, etc. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on avait une pléthore de pilotes légendaires, c'était vraiment un plaisir, parce que Fittipaldi est repassé de l'autre côté de l'Atlantique et s'était imposé 2 fois à Indianapolis. Nigel Mansell, quand il est arrivé, c'était big news, mais évidemment, il y avait Mario Andretti et Michael Andretti, hein, donc père et fils qui se tiraient la bourre
sur une piste, ce qui n'est quand même pas banal, et aux avant-postes en plus, hein, parce qu'il y avait la famille Unser, il y avait enfin, c'était formidable, c'était excitant, il y avait Juan Pablo Montoya, enfin bref, c'était l'âge d'or de... Et puis Jacques Villeneuve. Et Jacques Villeneuve qui s'impose. Champion du monde de F1 par la suite. Donc, Voilà, il s'impose en 95 et puis il passe en F1 et il lui faut 2 ans et il est aussi champion du monde. Hein, donc, et puis aussi l'aspect, Indianapolis a toujours attiré les pilotes de calibre, les pilotes européens, parce que nous on en a parlé dans une autre émission et si vous allez sur notre canal, vous allez voir que nous avons parlé de la triple couronne entre ceux qui ont essayé de gagner Monaco, Indianapolis et Le Mans, et c'est ce qu'on appelle, c'est officieux, mais on appelle ça la triple couronne, et seul Graham Hill a réussi cet exploit, mais effectivement, Indianapolis a toujours attiré les plus grands. Hein. Y compris Fernando Alonso dans la période récente, hein, puisque Alonso avec McLaren, pour se consoler des déboires qu'il rencontrait avec Honda, malheureusement l'histoire est un éternel recommencement, et donc Fernando va peut-être retourner à Indianapolis dans le futur parce que c'est le seul qui est en mesure de décrocher cette fameuse triple couronne. Et puis il y a d'autres qui peuvent être attirés parce que McLaren, le fait que McLaren soit présent en IndyCar, c'est amusant au Grand Prix d'Arlington au Texas de voir que malgré la concurrence d'un Grand Prix de F1 le même week-end, on avait Zak Brown qui était là, parce qu'il se charge aussi du team McLaren en IndyCar, et Dan Torres, le nouveau big boss de Cadillac F1, mais qui est aussi le propriétaire d'Andretti Global en IndyCar. Oui, alors pour conclure, hein, on pourrait dire effectivement que ces deux personnages que tu viens de nommer, ce sont des vrais racers. Et quelque part, quand ils ont le choix entre une bataille technologique de leurs ingénieurs de pointe en Formule 1 contre les ingénieurs de pointe de Ferrari ou de Mercedes, ben, ils préfèrent être dans le paddock de Long Beach ou de St. Pete et de voir évoluer leurs pilotes IndyCar. Et ça prouve qu'on a raison d'être très attaché à ce championnat que Pierre et moi commentons sur une chaîne belge qui s'appelle VOO Sport World. Et donc, je vous conseille vivement de suivre ce championnat parce que c'est un championnat vraiment très disputé, on s'y amuse, il y a des dépassements, il y a de la vraie course. Et pour notre part, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions.